Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous recevons pour vous un jeune qui, après des études en gestion commerciale, a eu un rêve, une vision. Près de 10 ans après, son rêve est devenu réalité à force de travail et de sacrifice. Ce qui était un petit maquis en bordure de lagune est devenu aujourd'hui l'un des réceptifs hôteliers les plus prisés de la baie des milliardaires. Leitmotiv avec Rodrigue Diéké, c'est pas plus tard que maintenant. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci de nous recevoir dans ton complexe hôtelier à la baie des milliardaires. Oh, c'est un honneur pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à cette place ici, il y a 12 ans? 12 années en arrière, à cette place, il y avait précisément un cabanon abandonné. Ce cabanon appartenait à Gilbert Espinasse, un blanc. Un blanc à l'époque qui nous apportait la main d'œuvre. Et c'est nous-mêmes qui avons, à cette époque-là, poussé les brouettes pour servir d'aide-maçon il y a 12 ans en arrière. D'accord. Alors, si tu veux bien, nous allons raconter ensemble à tous nos téléspectateurs ton parcours. Ouf. Alors, tu vas nous raconter déjà depuis l'école primaire, le collège, le lycée, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Il faut dire que moi-même, je suis originaire d'ici. J'ai fait l'école primaire à Abidjan, à la ville. Et sur les 12 mois de l'année, 9 mois à l'école et 3 mois ici. Et c'est pendant ces 3 mois que nous, particulièrement, on travaillait avec nos pères dans le cadre des travaux champêtres. Bien sûr. Donc après l'école primaire, je suis allé faire le secondaire premier cycle à l'intérieur, précisément à Toulepleu. Le premier cycle à l'intérieur, le second cycle à Abidjan. Dans le même établissement, j'étais au lycée, j'étais à l'école primaire d'Atekoubé qui se trouve à Boudmé. Et je suis revenu dans la même école au lycée qui est devenu le lycée municipal d'Atekoubé pour faire le second cycle, l'école secondaire là-bas. Et en 1999, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai été faire la gestion commerciale. Mais bien avant, en 1996, quand j'ai eu mon BEPC, déjà j'avais une petite sono avec laquelle je faisais mes petits gombos. D'accord. Tu es un jeune Ivoirien qui a suivi un cursus scolaire classique, comme tous les autres. Au lycée, déjà, tu opteras pour une filière littéraire. Mais d'abord, explique-nous un peu quel genre d'élève tu étais. Oh, assidu. J'étais comme tous les autres élèves, mais sauf que déjà même l'éducation que tu avais reçue, j'ai reçue, tout d'ailleurs, même avec tous les frères, j'ai reçu de mon père, était tellement dur que tu ne pouvais pas te permettre certaines choses. Parce que je me rappelle à l'époque même, à l'école primaire, quand mon père apprenait que je revenais de l'école en retard, c'était la chicotte qui m'attendait. Donc, je mettais toujours en exergue mon travail, les études. Mais entre-temps, j'essayais de mélanger. Quand je dis mélanger, j'entends bien l'école
Bien sûr. Et puis mes activités extrascolaires, Tout à fait. mes animations. Les week-ends. Voilà, les week-ends. C'est plus précisément les week-ends. Voilà, c'est comme ça que j'arrivais à conjuguer les deux pour former un tout harmonieux. Et tu as commencé au collège ou au lycée? Déjà à la 3e ou c'est plutôt vers le bac que tu as commencé à avoir des activités extrascolaires? Oh, c'est plutôt en seconde. En seconde, je me rappelle au lycée municipal à Tekoubé, j'ai été animer une conférence. D'abord, j'aimais l'animation. J'aimais l'animation. Donc, ma première animation, c'était en seconde au lycée municipal d'Atekoubé. C'était dans les années 96-97. Et puis, j'ai continué jusqu'en 99, l'année à laquelle j'ai obtenu mon baccalauréat. Et après ton bac, tu décides de faire quoi? La gestion commerciale. Parce que, pourquoi la gestion commerciale? Pourquoi la gestion commerciale? J'aime le contact physique. J'aime m'entretenir avec les gens. J'aime parler. J'aime vendre. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la gestion commerciale. D'accord. Alors, donc, tu fais donc un brevet technique supérieur, un BTS. Oui. Tu arrives à trouver un stage ensuite. Comment ça se passe? Tu as fait quoi? 3 ans ou 2 ans? J'ai fait 2 années. 2 années, d'accord. Pendant les 2 années, je n'ai pas arrêté. En plus de... Toujours à Abidjan? Oui. En plus des animations que je faisais aussi des petits contrats dans les structures, la promotion de vente, les PLV. Un peu de marketing. Voilà. Donc, c'était des activités qui étaient toujours liées à ma formation. Mais ce qu'il est important de signaler, c'est qu'on avait tous la même formation, hein, mais beaucoup parmi nous attendaient d'être responsable commercial dans des structures. Or, nous, j'étais avec un ami aussi, qui lui aussi était vraiment percutant. Il s'appelle Thio. Et à l'époque, on s'appelait Mogo Puissant. Donc, à cette époque-là, pendant qu'on étudiait, pendant qu'on cherchait à avoir nos diplômes, notre rêve, ce n'était pas d'aller s'asseoir derrière un bureau. C'est d'avoir un bureau à nous-mêmes sur le terrain. Et donc, c'est comme ça que je conjuguais les études, les activités sur le terrain, la sonorisation, les PLV, c'est-à-dire vente sur lieu de vente, animation sur lieu de vente, et puis d'autres activités. Et ainsi, en août 2002, le directeur des études répondant au nom de Riyad Sakiliba m'a appelé. C'était un monsieur qui m'aimait bien parce qu'il me voyait me battre en dehors même de l'école. Il m'a appelé, il m'a dit, bon, écoute, Rodrigue, j'ai un petit truc à te proposer, peut-être que ça va t'intéresser. Je dis, ah bon? J'étais étonné parce que j'étais l'un des seuls élèves, l'un des seuls étudiants que le directeur aimait rencontrer. Il appréciait. Oui. Et souvent, les gens me demandaient, mais c'est un parent à toi? Parce que lui, il est métissé, c'est un parent? C'est quoi? C'est un protégé? C'est ton protégé? Je dis, non, moi, je ne le connais pas. Sauf qu'un jour, je suis ami à son secrétaire. Il avait un problème avec son téléphone. Et puis, bon, j'ai pu trouver la solution. Et depuis ce jour, à chaque fois que je viens à l'école, je passe lui dire bonjour. C'est ainsi qu'il m'a trouvé le stage. Et en août, j'ai commencé mon stage. Le résultat du BTS est sorti dans la même année, je crois que le 19 août. Les résultats sont sortis. Et je lui ai dit que ça marchait, j'ai eu mon examen. J'ai informé aussi mon directeur, entre-temps où je faisais mon stage. Et là, il dit, bon, écoute, tu as fait 19 jours déjà avec nous, bon, c'est bon. Nous, on te retient là. Ça te laisse le temps d'aller soutenir ton diplôme, puis revenir. Donc, j'ai eu mon premier contrat d'embauche. Juste après le BTS. Juste après le BTS. Pendant que beaucoup parmi nous cherchaient encore les stages. Oui, ils cherchaient des stages après pour soutenir leur... C'est ça, c'est ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Malheureusement, 19 jours après mon embauche, la crise est arrivée. La crise est arrivée. Alors, après ton BTS, donc, tu arrives à trouver un stage, ensuite un premier emploi dans une entreprise spécialisée dans l'informatique. Mais malheureusement, du fait de la crise, tu te retrouves très vite au chômage.
Quel était ton état d'esprit à cette époque? À cette Est-ce époque-là, que tu étais déçu ou alors tu étais oui, prêt à te battre? j'étais déçu parce que j'étais l'un des premiers de ma classe à obtenir et le stage et l'emploi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps Ouais, tout parce s'est que... très vite enchaîné en fait pour Oui, toi. ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis rapidement mis dans d'autres activités. Ce qui m'a permis déjà de quitter euh, 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 la condition de fonctionnaire ou de salarié. Et puis me mettre au même niveau que ces personnes-là qui déjà se réjouissaient du fait qu'ils avaient pu s'insérer dans le tissu social. Et moi, malgré que j'étais à mon propre compte, on avait presque le même train de vie. Hein. Le même train de vie, je ne dis pas que c'est juste pour dire que malgré qu'on n'était pas encore embauché dans des sociétés où on recevait des salaires régulièrement, on pouvait se permettre de fréquenter les mêmes endroits que les autres qui étaient déjà fonctionnaires. Et Oui, parce que tes petites activités que tu faisais de ci, de là, te permettaient et t'aidaient justement à subvenir à tous tes besoins. c'est ça. Et tenez-vous, à cette époque-là, j'étais déjà locataire. J'avais ma propre maison que je payais. C'est bien. Donc Oui. tu es rentré très vite dans la vie active. Très vite, je suis rentré dans la vie active. Même étant étudiant, j'étais déjà dans la vie active. Mais certains me demandaient, bon, comment tu fais? Parce que, attends, je me rappelle même à cette époque, le téléphone, le cellulaire venait de sortir. Et quand je suis rentré au village ici avec mon téléphone, mon père m'a dit, mais attends, j'aurais appris que les étudiants ont une bourse. Toi, tu n'aurais pas une bourse par hasard? J'ai dit non. Je n'ai pas de bourse. Il dit, mais qui t'a donné l'argent et puis tu as acheté le téléphone? Il dit, ah, c'est mes petits gombos. Mais après ton bac, le BTS, c'est tes parents qui ont payé ou c'est toi-même avec tes petits... Non, j'étais orienté, donc, par l'État. Donc, je n'avais plus à payer les études. D'accord, ok. Mais l'argent de poche, je me rappelle, mon père me donnait 12 000 francs par mois. À Abidjan, quelqu'un qui loue une maison, c'est très 12 000 francs par mois. Et je suis même allé plus loin. Je lui ai dit, bon, papa, comme moi j'ai un petit studio, si tu veux, je récupère mes deux petits frères, mais par contre, c'est toi qui payes les repas. Moi, je me débrouille pour payer le loyer et puis toi, tu payes le repas. Bon, chose qu'il a accepté. Mais ça n'a pas duré, hein. Ça a duré jusqu'en 2004. 2004 où tout s'est bouleversé encore parce que la crise du 4 novembre 2004 est venue tout chambouler. Mais bon. Mais il faut dire qu'entre-temps, de toutes les façons, tu faisais toujours de la location de sono. Oui. Voilà ce qui te permettait d'être quand même quasiment assez indépendant. Assez indépendant, c'est ça. Alors Rodrigue, je te propose de revenir sur ton parcours juste après une courte page publicitaire. Je t'en prie, Corinne. De retour avec notre invité Rodrigue Djeke, propriétaire de l'hôtel Chez Rodrigue, ici à la baie des Milliardaires, mais aussi PDG de Rosa Beach, une structure spécialisée dans la restauration, l'hôtellerie et même dans la production agricole. Alors, et donc, la crise arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quoi? Tu te dis quoi à ce moment-là? Pendant l'année fin 2002, début 2003, j'avais eu un contrat d'animation de toutes les cérémonies dans un complexe hôtelier ici. Un complexe hôtelier tenu par un blanc qui marchait super bien. Donc c'est moi qui allais animer toutes les manifestations. Donc déjà, j'avais des coups d'œil un peu dans le fonctionnement des choses. Comment ils s'y prenaient, qu'est-ce qu'ils gagnaient. Et pendant ce temps, mon père m'a appelé, me demandé, voilà que tu es là depuis 2 à 3 ans, tu fais des va-et-vient, on ne sait pas ce que tu fais au juste, tu es partout, mais nulle part. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Parce que pour lui, ce que je faisais, ce n'était pas une activité certaine. Bon, je lui ai dit, papa, vraiment, j'ai gratté un peu ma tête, je lui ai dit, je vais faire maquis. Il dit, mais toi, tu es devenu fou, quoi. Après toutes ces études?
Après toutes ces années, 16 années, en train de payer tes études, pour me remercier, c'est un maquis que tu veux faire? Ok. Je te laisse le temps de réfléchir encore. Donc, un mois après, on se retrouve sur l'eau à la pêche, comme d'habitude. Et vers 20 h, il me dit, mais je te rappelle que je t'avais posé la question de savoir qu'est-ce que tu voulais faire. J'ai fait semblant de ne pas me rappeler. Et puis, j'ai gratté un peu la tête, je lui ai dit, oui. Il dit, ah bon? Parce que je savais déjà que ma réponse n'allait pas lui plaire. Puis je lui ai dit, ah, vraiment, papa, tu ne peux pas me comprendre, mais un jour, tu comprendras, je vais faire maquis. Il dit, tu dis quoi? Tu t'obstines toujours à faire ton maquis pendant que tes amis sont en ville? À travailler dans des bureaux, J'ai dit, à mais, être fonctionnaire. j'ai dit, mais papa, tu vois, les gens qui sont en ville, ils ne te disent pas la vérité. Ils ne nous disent pas la vérité. J'ai été en ville aussi, j'ai grandi là-bas, je sais ce que c'est que la ville. Le peu qu'on te donne, avant la fin du mois, il n'y a plus rien. Les gens, ils vivent à crédit là-bas. C'est pourquoi quand ils sont à la retraite, ils ne peuvent pas rentrer. Il dit, mais ils vivent à crédit, mais ils sont quand même là-bas. Quand ils viennent nous voir, ils sont propres. Je dis, oui, effectivement, ils sont propres. Mais en réalité, au fond, il n'y a rien. Donc, Il dit, tu mais il y a essayais rien, de mais lui ils sont faire là-bas. comprendre que ce n'était pas une vie. J'essayais tant mieux de lui expliquer, mais je savais qu'il n'allait pas comprendre. Parce que pour lui, la réussite d'un enfant Qui allait à l'école. qui allait à l'école, surtout qui a fait le cycle supérieur, c'est devenu un bureaucrate. Donc il ne pouvait pas comprendre. Donc je lui ai dit à papa, il m'a répondu comme ça, hein? Si tu t'obstines à faire ton maquis, sache que tu viens de prendre ta part d'héritage. Tu viens de prendre ta part d'héritage. Tu as un problème, va voir ton maquis. Tu es malade, va voir ton maquis. Donc je lui dis, bon papa, tu vois, ce n'est pas un défi que je te lance. Mais si réaliser un rêve qui est propre à moi, c'est te lancer un défi, sache que prends ça comme un défi. Et puis il dit, bon, il n'a plus parlé avec moi sur l'eau jusqu'à... On est revenu à la maison. Il a appelé ma mère, il lui a fait le retour. Il dit, toi et ton fils, vous n'êtes plus dans mon compte. Bon. Ma mère m'a appelé, elle m'a fait le retour. Je lui ai dit, bon, écoute, maman, je ne demande pas à mon père de me donner sa fortune pour aller utiliser pour d'autres fins. Je lui demande simplement de me laisser réaliser un rêve qui est propre à moi. Et aujourd'hui, il y a une situation que nous vivons. Demain, ça sera une autre. Mais est-ce qu'on a pensé un peu à notre avenir, l'avenir de cet environnement-là? Peut-être que si je monte mon petit maquis, un jour ça peut devenir un hôtel. Mais maman, elle me comprenait, ma mère me comprenait. Parce que c'est une mère, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais c'est une mère qui est attentive. Les mamans sont toujours plus attentives que les papas. Mais ton père, il ne pouvait pas comprendre, Rodrigue, en fait, parce que toi, tu as fricoté dans ce milieu, l'hôtellerie, la sono, l'animation. Donc, tu voyais, tu savais déjà ce que tu voulais. Mais pour lui, il ne pouvait pas voir. C'est pourquoi je ne l'en voulais pas. Voilà. Donc, toi, tu attendais plutôt d'avoir les moyens pour pouvoir faire tes preuves, pour simplement dire, papa, voilà. C'est ça, c'est ça. Et donc, après tout ça, une idée t'est venue à germer dans ta tête, 10 ans après. Hein, ce qui d'ailleurs fera la fierté de toute ta famille. Alors parle-nous un peu de cette idée et comment est-ce que tu es arrivé à réaliser ce projet? Quand l'établissement hôtelier a fermé et j'ai annoncé la nouvelle à mon père, il a coupé tout lien avec moi. Et je savais que je n'avais pas d'atout financier. Donc il fallait asseoir une stratégie. Donc, je travaillais pour mon père, j'allais travailler dans son champ. Tous les jours, le soir, j'allais mettre le filet, juste pour avoir les deux repas, le repas de midi et le repas du soir. Et les autres heures qui me restaient, je partais mettre le filet à 17 h, je revenais à 18 h, 18 h 30. Je travaillais dans mon maquis de 18 h 30 à 22 h. J'allais me reposer parce que le lendemain à 4 h, je dois me réveiller. Aller retirer le filet. À 6 h, quand je fais un tour au maquis. 8 h, aller dans son champ. 13 h,
venir profiter du déjeuner et puis à 14 h, revenir dans mon maquis pour travailler jusqu'à 17 h. Et ça, j'ai fait ça pendant des années. Des années, jusqu'à ce que les choses commencent à se dessiner dans le maquis. Donc tu réussis donc à maintenir ton premier maquis avec tes maigres moyens. Tu restes le seul, quasiment le seul employé à tout faire. Le ménage, la mise en place, servir tes clients, suivre ton stock pendant un bon bout de temps. Mais comment se passent ces années-là? C'était très difficile ou ça allait ou... À vrai dire, c'était pas facile. J'imagine. Un jour, je suivais un film à la télé et là, j'ai compris que l'acteur principal, il disait « Ce qui ne te tue pas, ça te rend plus fort ». Et ça, c'est un message qui m'a vraiment boosté. Ça m'a donné la force de me battre. Parce que derrière, il y avait un défi à relever. Mon père qui me disait « Te voilà livré à ton maquis. Le jour où tu as un problème, va voir ton maquis. » Et de l'autre côté, il y avait la souffrance qui me dépassait par moments. Et je me disais, si je ne réalise pas le maquis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Qu'est-ce que je vais faire? Alors que tu t'étais, pour en revenir à la relation avec ton père, qui n'était pas d'accord sur ce choix, tu t'étais obstiné à lui dire que tu voulais faire ce maquis. Oui, parce qu'il arrivait des moments où je voulais jeter l'éponge. Mais j'essayais de repasser le film de l'entretien que j'ai eu avec mon père. Et puis j'ai dit, bon, écoute, tant que j'aurai le souffle, la force que Dieu me donnera, je vais toujours me battre. Et surtout que les choses ont commencé à se dessiner à l'horizon. Parce que à chaque fois que j'avais besoin d'argent, j'allais travailler dehors. Je suis payé à 1500 et quand j'étais payé trop cher, c'est 2000 francs la journée. Je faisais ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Et puis, le peu que je gagne, j'achète du ciment avec. Je faisais les briques pour garder. Et lui me demandait, mais à chaque fois, toi là même là, tu fais briques pour garder. Mais tu n'as pas l'argent. Mais tu fais briques pour garder quand même. J'ai dit, mais papa, quand on veut faire maison là, il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien commencer par quelque chose. Les briques, oui. Il dit, il riait comme ça. Et puis il partait. Jusqu'à ce que je mette mes premières briques en terre. Tout à fait. Tu t'es obstiné à persévérer malgré les moments difficiles. Et tenez-vous, les premières briques que je mettais en terre, ce n'était pas par le biais d'un maçon. Hein. J'étais moi-même le maçon, moi-même le plombier, l'électricien, le menuisier. Je faisais tout moi-même. Et à chaque fois qu'il y a un client, il m'appelait Baman. C'était les jeunes du village. Baman, on veut une bière. Donc je sortais de mon trou, je me lavais les mains rapidement. Je venais les servir. Quand je retournais, souvent d'autres pour se moquer de moi, Baman, une cigarette. Et puis il dit, voilà les gros étudiants qui ont échoué là. Ils sont dit, allez, une cigarette. Donc, c'était une façon de se moquer de moi, mais moi, je savais ce que je voulais. Voilà, tu savais, tu avais déjà ton objectif et ton but à atteindre. Voilà. Donc tu restais dans cette optique. Non, je ne me prenais pas la tête, je ne me prenais pas la tête avec les clients, je ne me prenais pas la tête avec eux. Donc je restais dans mon coin. Je construisais. Chaque jour, je travaillais. Et puis, au fil des années, certains ont commencé à voir que les choses ont commencé à se dessiner. Quand bien même que je n'ai pas encore eu la visite des clients étrangers, c'est-à-dire les Blancs qui venaient. Les Européens. Malheureusement, Rodrigue, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite de notre émission avec Rodrigue Djeké. Merci, je t'en prie.